Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de E-Télé et bien évidemment sur les antennes de Océan FM également. Il y a 60 ans, notre commune patrie, le Bénin, a cédé à la souveraineté nationale et internationale. Depuis 60 ans donc, le Dahomey d'alors, le Bénin d'aujourd'hui, fait sa marche politique constituée des faiblesses mais également d'atouts. À la faveur de cette tribune spéciale, nous ferons une rétrospection sur l'histoire politique du Bénin avec notamment la réforme du système partisan, une rétrospection qui nous permettra d'analyser les expériences politiques de l'heure et d'en exposer bien évidemment les grands enjeux 60 ans après. Et pour l'exercice, 3 valeureux citoyens de notre pays ont bien voulu nous gratifier de leur présence. Je voudrais bien vous les présenter. Le premier, Léon Bani Biobigou, il est géographe, donc professeur à l'université, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, toujours acteur politique. Bonjour. Bonjour, cher frère ami. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter pour échanger sur des questions concernant notre nation. Très bien, merci, professeur. Maître Jacques Migan, il est acteur politique, membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers amis. Et j'en profite pour dire bonjour aux téléspectateurs et puis aux auditeurs de Océan FM. Très bien. Constant Agbidinoukon, un aîné, un doyen dans la profession, journaliste de l'ORTB à la retraite. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à mes chers doyens. Journaliste émérite. Et je salue aussi les téléspectateurs, les auditeurs de Océan FM. Et bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous. Très bien, merci. Professeur Léon Bani Biobigou, pour la jeune génération, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes d'étape majeure de l'histoire politique du Bénin? Oui, en termes d'étape majeure de l'histoire politique de notre pays, de 1960 à aujourd'hui, je vois 3 périodes. De 60 à 72, soit 12 ans. De 72 à 90, 18 ans, près de 18 ans. Et de 90 à aujourd'hui, 30 ans, ça fait les 60 ans. Et pour comprendre réellement ce qui s'est passé durant les 60 ans-là, si on ne fait pas un clin d'œil, 15 ans avant, les conditions dans lesquelles on en est arrivé à l'indépendance, il y a beaucoup de choses que nous ne comprendrons pas. Parce qu'il y a des situations qui ont été créées 15 ans avant, dont on gère les conséquences à ce jour, durant les régimes successifs. Et justement, en parlant de l'avant 1960, très rapidement. Voilà. Avant 1960, il faut prendre les 15 dernières années avant 60, à savoir à partir de 1944. Pourquoi 1944? Parce qu'il y a un phénomène important, quelque chose d'important qui s'est passé en 1944, dans un contexte particulier. 1944, ça marque déjà, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. 1944, la France était en guerre, Deuxième Guerre mondiale. La France avait besoin de ses colonies. Vous comprenez bien. La France avait besoin de ses colonies sur 2 plans. Pour l'entretien des troupes, les ressources. Deuxième élément, pour avoir des soldats, des gens qu'il faut envoyer au front. Nous, le système des tirailleurs sénégalais, vous comprenez. Et à cette rencontre, De Gaulle lui-même était là. Et c'est René Pleven qui a dirigé cette conférence. Vous parlez de la conférence de Brazzaville. De la conférence de Brazzaville. La conférence de Brazzaville. C'est René Pleven qui a dirigé cette conférence-là. Et c'est de là que, généralement, on dit que c'est cette conférence-là qui a sonné le glas de des indépendances au niveau des colonies. Pourquoi le glas des indépendances? Une fois que la France avait besoin de ces colonies, évidemment, et les colonies aussi en avaient profité pour exprimer leurs exigences. Et parmi leurs exigences, c'est l'autonomie, l'indépendance. Mais, autre élément important, du point de vue psychologique, c'est que jusque-là, la manière dont la colonisation s'est déroulée au niveau de l'Afrique, il y a créé une peur, à montrer que l'homme blanc, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme le plus puissant, c'est l'homme invincible. Mais avec ce phénomène de la guerre, au front, et les Africains et les Français, et au même front, face aux mêmes balles,
les Africains ont vu que, en réalité, ces Blancs-là aussi sont aussi mortels. Ils meurent aussi dans les mêmes conditions que. Et au retour, voilà les conditions psychologiques. C'est-à-dire, désormais, là, on peut s'attaquer, on peut s'affronter à ces Blancs pour pouvoir arracher l'indépendance d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. C'est pour cela. Après cette conférence de Brazzaville, l'une des conséquences directes de cette conférence, c'est qu'en 1945, la colonie de Dahomey a passé à une étape supérieure, à savoir l'autonomie politique, la personnalité politique du Dahomey. Et cette personnalité politique, ça impliquait quoi? Ça impliquait que cette colonie-là doit être désormais représentée à l'Assemblée nationale française. Donc, l'Assemblée nationale française, c'est là où on décide, bien sûr, du sort. Donc, des pays. Exactement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et pour représenter, comment on appelle, la colonie du Dahomey, il fallait choisir quelqu'un. Or, déjà, les premiers responsables de l'époque, Ahoma Degbe, Apiti, Émile Poisson, Manga vient en 47. Manga vient en 47, mais jusque là encore 47, Manga n'est pas concerné là. Donc, il fallait choisir un. Alors là, Apiti qui était bien placé, il veut. Et Émile Poisson veut. Et je crois que Zinsou aussi veut. Donc, il y a un certain nombre déjà en 45 pour choisir. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est Apiti qui a été retenu. Parce que Émile Poisson était contre le choix d'Apiti. Et Ahoma Degbe était contre le choix d'Apiti. Donc, problème déjà en 1945. C'est pourquoi vous dites que, justement, il faut comprendre là. Il faut comprendre ça là pour comprendre ce qui s'est passé après. Donc, bon an, mal an, comme c'était un scrutin uninominal, il n'y avait pas de parti politique, rien du tout. Donc, ils sont allés. Apiti est devenu le représentant du Dahomey et du Togo. Parce que l'Allemagne a perdu la guerre. En tenant, l'Allemagne a perdu la guerre et ces colonies ont été annexées, cette colonie française, d'où le Togo était annexé au Dahomey. Donc Apiti était député du Dahomey et du Togo. Premier élément. Maintenant, en 47, vous voyez, je donne bien des dates. En 47, maintenant, ce qu'on appelle les élections pour le conseil, ce qu'on appelle le conseil général, là, et conseil territorial, conseil général, ce qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale. Il fallait donc des circonstances électorales. Et c'est là encore autre problème. Problème entre qui? Problème toujours entre Émile Poisson, Ahoma Degbe et Apiti. Ahoma Degbe, et peut-être c'est là les non-dits de l'histoire politique, pour certains, et pour d'autres qui le savent, ou ils ne disent pas. Ahoma Degbe, qui a fait une brève carrière militaire, vous savez, Ahoma Degbe, sergent. Donc, il a abandonné pour revenir à ses études pour devenir docteur dentiste. Son premier bureau, c'est à Porto-Novo. Ahoma Degbe était très bien connu, populaire dans la région de Porto-Novo, à Francourt et tout ça. Donc, pour les élections, c'est là où vous êtes bien connu, vous avez plus de chance, c'est là où vous allez vous présenter. Il a voulu se présenter à Porto-Novo. Ce qu'on appelle ethnocentrisme. C'est comme ça que ça va commencer. Et il veut le dire. C'est pour ça qu'il parle de non-dit. Non, pardon. Oui. Pour qu'on connaisse très vite. D'accord. Très vite. On l'a empêché justement de se présenter à Porto-Novo. Et donc on lui disait d'aller chez lui. Non, ça? On dit Porto-Novo c'est pour les goûts. C'est chez les goûts ça. Et lui les fonds. Il n'a qu'à aller chez lui à Abomey. Voilà l'ethnocentrisme. Voilà le régionalisme en politique déjà. On ne voit pas autre chose par rapport à son ethnie, par rapport à sa région. Et vous avez vu comment il doit être frustré. C'est ainsi qu'il n'a pas pu se présenter là. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, les rapports entre Ahoma Degbe et Apiti n'ont jamais été, pendant longtemps, des rapports de bon voisinage, d'entente et tout ça. Et c'est ainsi que, déjà, un autre élément important du point de vue politique, c'est en 47, en avril 1947, qu'après les élections d'Apiti, comme premier député, qu'il fallait un parti politique pour gérer politiquement la colonie du Dahomey. Et c'est ainsi qu'ils ont créé, et puis les élections avaient été organisées sur l'ensemble du territoire national, sans parti politique, et celui qui était, et là encore je le dis, à partir des non-dits, celui qui était pratiquement le directeur de campagne d'Apiti dans tout le Nord, c'est Maga.
Donc, c'est pour vous dire que la question de régionalisme dont on parle là, ça n'existait pas. Et donc, le premier parti politique qui a été créé, c'est l'Union progressiste dahoméenne. Très bien. Et une fois que c'est créé, au mois de juillet, puisqu'on a interdit de se présenter, la première conséquence, c'est qu'il a fait dissidence. Il a quitté l'Union progressiste dahoméenne. Déjà, ce parti unique qui portait l'espoir de l'unité de la colonie, du Dahomey, a commencé déjà par avoir des faiblesses. Et donc, c'est le début des problèmes. Un vrai problème. Et vous avez vu déjà, et vous verrez jusqu'en 51, ce qui concerne maintenant le Nord. Je vous passe rapidement. Ce qui concerne le Nord, en termes de régionalisme et d'ethnocentrisme, c'est en 1951. Parce que cette fois-ci, en 1947, Maga avait été élu avec des gens du Sud sur la même liste dans la circonscription électorale de Kandé. Pour dire déjà en 1947, il n'y avait pas cet élément nord-sud que les gens, que les hommes politiques vantaient à gauche, à droite pour opposer les uns les autres. Donc, ça, il faudrait le dire aussi avec force. Et notre dernier élément, c'est que l'Union progressiste dahoméenne avait été créée, non pas sur la base d'une idéologie, d'une vision. Il n'y avait pas eu d'idéologie, il n'y avait pas eu de vision, alors c'est devenu des problèmes de personnes. Voilà comment les conflits, les luttes là, sont devenus des problèmes de personnes, après les personnes, leur ethnie, après leur ethnie, leur région. Et voilà. En tout cas, merci professeur. Effectivement, merci de nous faire ce retour rapide sur l'histoire politique du Bénin avant 1960 et justement de 1960 à 1972, nous avons constaté que ce n'est que le prolongement de ce que vous avez dit et ce qui a donné lieu à une instabilité politique. Pourrait-on dire que le Dahomey, ou du moins un certain nombre de pays en Afrique, étaient déjà prêts pour s'autonomiser ou pour être indépendants, Maître Jacques Mégan? Non, mais vous savez, tout peuple a toujours voulu être indépendant. Je ne dirais pas comme le professeur qui a eu 3 étapes, de 60 à 2016, à ce jour. 2020. À 2020, non. Je dirais qu'il y a eu 4 étapes. 4 étapes. Pourquoi? Parce que nous avions de manière continue connu l'étape de 1960 à 1972. L'étape que j'appellerais l'étape d'instabilité. L'étape de coup d'État. L'étape où nous avions connu tout ce qu'on peut, le désordre même. La deuxième étape, c'est l'étape continue de 1972 à 1990, avec une transition d'1 an, de 90 à 91. Étape que j'appellerais l'étape de la pensée unique, où étaient intervenus surtout les idéologues, les intellectuels, et qui ont voulu maintenant mettre en pratique ce qu'ils ont toujours pensé, échanger dans les lycées, dans leur secteur. La troisième étape, c'est l'étape du renouveau démocratique, mais qui s'arrête à 2016. Et vous comprendrez pourquoi, parce que cette étape, qui est la troisième, il faut la diviser en 3. De 1991 à 1996, où nous avions connu un régime qui a fait un seul mandat. Et c'est important d'expliquer pourquoi ce mandat-là, c'est le régime du régionalisme, où on est arrivé aux responsabilités sans programme, parce qu'on n'était pas préparé pour accéder à la responsabilité suprême. C'est la conférence. On n'a pas eu le temps de se préparer. On n'avait pas de parti politique. On n'avait rien. Il fallait finir avec le régime totalitaire, le régime, je dirais, révolutionnaire de pensée unique. Et vous l'avez constaté, quand on est sorti de ce régime, il devrait suivre un programme avec ce qu'on appelle les réformes salutaires. On n'en a pas, puisqu'il n'y en avait pas. Il y a tout de même eu des réformes sous le président Soglo, puisque c'est de lui. Vous savez, ce qu'on appelle réforme, c'est ce qui peut vous permettre de vous élever. Toujours dans ce cas du renouveau démocratique,
nous avions connu un autre régime qui a commencé de 1996 à 2006. C'est le régime, je dirais, où il y avait des programmes. J'en dirais même 2 programmes. PAG 1, PAG 2, de 1996 à 2001 et de 2001 à 2006. Malheureusement, quand on parle de programme, il faut aussi avoir les hommes qu'il faut pour les accompagner. Il faut également les moyens pour que ces programmes-là puissent se réaliser, puissent devenir réalité. Ce qui a manqué à ce régime, mais ce n'est pas seulement cela. C'était le moment où l'intérêt général n'était pas la préoccupation des uns des autres. Ce qui préoccupait, ce qui entourait le responsable numéro 1, c'était eux-mêmes. C'était se satisfaire, puisque c'était ce qu'on appelle l'hétéroclite politique. Le troisième pan de ces renouveaux, c'est de 2006 à 2016. Et c'est l'époque que j'appelle l'époque brouillonne, où on naviguait à vue, où il n'y avait pas, je dirais, une volonté politique, c'est-à-dire on a pris l'homme providentiel qui arrivait, qui ne savait pas, qui avait même dit qu'il ne connaissait pas la maison. C'est très important. Il est arrivé parce que je vais être président. Et vous avez constaté pendant cette période, il n'y avait pas seulement pour être président, il voudrait apporter quand même quelque chose au pays. Lorsqu'on veut apporter quelque chose à son pays, on passe par un parti. Je dis bien, on conçoit, on prévoit. On ne vient pas aux responsabilités sans conception, sans programme. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire, je veux faire manger du gombo sans prévoir ce qu'il faut pour aller à gombo. Et maintenant, la 4e époque, c'est l'époque qui a commencé effectivement en 2016, avec la construction du Bénin. Le Bénin a commencé par se construire à partir de 2016, c'est-à-dire il y a eu une planification. Une planification, il y a eu ce qu'on appelle un programme digne de ce nom, avec les moyens pour l'accompagner. C'est pour la première fois qu'on a dit, voilà le programme, et voilà les moyens financiers qu'il faut. On a évalué même ces moyens à 9 000 milliards de francs CFA. Je dis bien 9 000 milliards de francs CFA. C'est pour la première fois qu'on a chiffré. Et deuxièmement, c'est également la première fois où on a mis les hommes qu'il faut au poste qu'il faut. Hier, ce n'était pas le cas. Pour que vous soyez un poste politique, il faut que ce soit quelqu'un qui apporte au pouvoir en place un soutien. Il peut être menuisier, on peut l'affecter à un poste de responsabilité. Il peut être médecin, on peut l'affecter à un poste de responsabilité alors qu'il n'a pas la compétence pour ce poste. C'est pour la première fois dans le cadre de cette 4e période qu'on peut dire réellement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc c'est comme ça que vous structurez un peu. Voilà, c'est de cette manière. Parcours politique. Constant Agbedi-Noukon, tout de même, en 60 ans, nous avons beaucoup appris, puisque justement, avant 1960, le professeur nous a rappelé un certain nombre de choses, de 1960 à 72, voilà, on a connu une instabilité, la pensée unique par la suite, à partir de 1972. À partir de 1990, on est passé au multipartisme intégral. Nous avons appris au fil des étapes majeures de notre vie politique, bien évidemment. Quelle lecture vous en faites globalement? Alors, merci beaucoup. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Je ne suis pas d'accord quand on croit que tel homme d'État, tel président n'a fait que travailler avec sa région, avec les hommes de sa région. Non, non, non. Mais déjà, même le président Banga n'a pas travaillé uniquement avec les gens du Nord. C'est toutes les entités. Et pareil pour le président Soglo. Le président Soglo a travaillé avec tout le monde. Et c'est là où on a commencé par mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est avec le président Soglo. Et il a beaucoup travaillé, mon Dieu. Mais avant qu'il ne prenne le pouvoir, le Bénin était à moins 5% de croissance annuelle. Et quand il a laissé le pouvoir, 6 ans après, parce qu'il a été Premier ministre pendant 1 an, avant d'être président pour 5 ans, le Bénin est à 5% de croissance économique. La Banque mondiale, le FMI, tous étaient étonnés. Parce qu'avant qu'il ne prenne le pouvoir, le diagnostic qui a été fait, c'est comme si c'est un ouragan qui a balayé le Bénin. Rien ne marchait, plus rien n'était en place. Et avec le consensus qu'on a observé à la conférence nationale,
il est parvenu au pouvoir avec tout le groupement qu'il y a au Bénin. C'est vrai qu'on n'avait plus de parti politique, puisque le seul qui était maître du jeu, c'était le PRPB avant qu'on aille à la conférence nationale. Et pour y aller, il y avait beaucoup de sensibilité politique. Les gens se retrouvaient déjà à travers certains régimes parlementaires, certains régimes politiques. Donc, c'est avec les sensibilités politiques, il y en avait même une centaine, où les gens se regroupaient pour dire oui, je suis centriste, je suis de droite, je suis de gauche. Mais ils ne le disaient pas fermement, parce qu'on veut aller nécessairement à la conférence nationale. Ouais. Je dois dire ceci, je voudrais aussi insister sur une période qui est importante. Le professeur l'a effleuré. C'est la période de 1958. Vous savez, comme l'a dit le professeur, on est allé, nous avons soutenu la France, qui était en guerre, et dont Hitler a malmené. Hein, c'est la troupe allemande. C'est Hitler qui a malmené la France. Il y avait le maréchal Pétain qui voulait négocier, et De Gaulle a refusé. C'est là où on nous rappelle la paix du 18 juin 1940. Il est allé à Londres pour dire non, si la France a perdu une bataille, qu'elle n'a pas encore perdu la guerre. Et avec ça, il a bien dit, on est allé à la conférence de Brazzaville, où on s'est entendu, où la promesse de pouvoir donner d'autonomie aux colonies a commencé. Et donc l'indépendance négociée. Et chez nous, puisque nous sommes au Bénin, au Dahomey, il y a eu ce référendum dans toutes les colonies, où il fallait dire oui ou non. Au Dahomey, nous avons dit oui. La seule formation politique, c'était celle soutenue par Sénaïno Louis Bianzin, qui ne voulait pas le oui. Mais il a vite compris qu'il est en minorité, c'est pourquoi il est allé vers la Guinée. Et le seul pays réellement qui a dit non, c'est la Guinée, c'est Sékou Touré. Oui, tout à fait. Et au Dahomey, quand on a dit le oui, on a commencé par chercher. En sachant d'ailleurs que déjà le 4 décembre 1958, on a proclamé la République du Dahomey. C'est le premier acte qu'on a posé. Et les partis, Akpiti, Maga, Aromadegbe, avec tous les autres autour, Alexandre Danlé, Émile Poisson, Louis Ignacio Pinto, tous ne s'entendaient pas. À un moment donné, même, Maga s'est entendu avec le GEND et ensuite le FACEN. Aromadegbe, avec le RDA, où ils ont eu la conférence, la Fédération du Mali, a pensé plutôt à un parti, c'est l'UDD. Akpiti a pensé aussi à un autre parti, c'est le PRD, Parti républicain du Dahomey. Donc de temps à autre, ils ont commencé comme ça. Et Akpiti, parce que les gens ne s'entendaient pas, a fini par être élu le premier président du conseil de gouvernement. C'était lui. Et il est resté, mais à un moment donné, il a démissionné. Parce qu'il ne s'entendait pas au niveau de ce gouvernement. Et c'est là où Aromadegbe s'est allié avec Maga. Et c'est là où Maga a été élu président. C'est le tout premier président de la République du Dahomey. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que c'est lui qui a proclamé l'indépendance le lundi 1er août 1960. Très bien. En fait, on a quand même compris, quand on revisite un peu l'histoire, on comprend que on s'entend pour combattre l'autre. Et puis après, quand on prend le pouvoir, on s'entend plus, et puis on continue. Pourquoi, 60 ans après, pourquoi nous constatons ou nous notons cette insuffisance-là dans notre parcours politique, professeur Trapp? Je vous remercie. Merci pour les rappels. Elle a dit, en décembre, c'est Akpiti qui a proclamé la République du Dahomey, en 1959. Mais les non-dits de l'histoire politique, pourquoi entre les trois, Aromadegbe, Akpiti et Maga, pourquoi c'est Maga? Alors que Maga, comme il l'a dit, il était dans le cabinet du conseil de gouvernement. Donc, ministre d'Akpiti. Vous comprenez bien. Et pourquoi c'est Maga? Maga n'aurait jamais été le premier président de la République sans le soutien fort de Aromadegbe. Et pourquoi, quand Akpiti a proclamé la République du Dahomey, pourquoi il y a eu des grèves? Parce que Aromadegbe avait en main les syndicats et ne voulait pas du tout que ça soit Akpiti. Quand on dit non, les non-dits,
C'est ce que nous allons vous révéler là, pour que le peuple béninois, dahoméen, puisse comprendre. Apiti a commencé par avoir des problèmes, il y a des crises internes au PRD. Il y a des crises internes au PRD. Et la création du PRD, c'est parce qu'on avait refusé à Apiti, en 1951, de le reconduire pour son deuxième mandat à l'Assemblée nationale française. En tant que député sortant, pour pouvoir préférer la remplacer par Émile Derlin-Zinsou. Et cette fois-ci, là, pour le deuxième mandat, c'est là où on a le scrutin de liste. Et le combat des têtes de liste a commencé en 1951 là. Vous voyez, par rapport à notre histoire politique. Et c'est ainsi qu'on a dit, s'ils ne veulent pas te reconduire tête de liste, alors il faut quitter l'Union progressiste dahoméenne pour venir dans l'Union française. Vous verrez que c'est dans l'Union française que Apiti est redevenu député pour son second mandat. Il a parlé de JND rapidement. Il faut que les peuples béninois comprennent. C'est en 1951, cette fois-ci, que quand le Dahomey a eu le deuxième siège à l'Assemblée nationale française, que les élus du Nord, déjà en 1947, je veux dire en 1947, que Maga a été élu dans le Nord. C'est ainsi que les élus dans le Nord disent, cette fois-ci, comme il y a un deuxième siège, il fallait qu'un siège revienne au Nord. Ils sont venus pour négocier cela. Parce que c'est le parti unique. Et c'est ce qui a été rejeté. Puisque ça a été rejeté, c'est ainsi que, comme top de réaction, face à ce rejet-là, dit, avec ou ça l'Union progressiste dahoméenne, nous aussi, nous irons à ces élections. Voilà comment ils ont construit une liste d'indépendants. Et une liste doit avoir un nom. Et quel nom trouver pour que tous les peuples, les différents peuples du Nord là, se retrouvent. C'est là, le groupement ethnique du Nord Dahomey. Et c'est à ça que tout le monde s'accroche du point de vue de l'histoire politique pour dire que les gens du Nord, ce sont des régionalistes, les ethnocentristes et tout ça. Donc il faudrait clarifier cela. Et une fois qu'il a été élu, au résultat, Apiti a repris son siège avec près de 53 000 et quelques voix. Ironie du sort, c'est ceux qui n'étaient pas assez mieux là pour mériter un siège à l'Assemblée nationale. C'est Maga, la liste de Maga avec Derou, qui enlève le second siège avec 49 000 et quelques voix. Voilà comment Maga est devenu une force politique avec laquelle il faut compter. Voilà, entre les trois, aucun d'entre eux ne pouvait contrôler l'électorat national. Il fallait donc des alliances de deux contre un. D'où l'alliance Maga, Aoumadegbe et Maga contre Apiti. Et comme Apiti avait des problèmes, il y avait des crises à l'intérieur du PRD, je dis bien à l'intérieur du PRD, alors ce que les gens ne disent pas, comme c'est une indépendance, le Dahomey a dit oui pour nous, ils sont trois. On leur a demandé de choisir un. Puis c'est négocié. C'est pas des luttes armées et tout ça. Au niveau des trois, Maga, il est minoritaire. Donc, que ça soit Apiti, logiquement c'est Apiti. Logiquement. Mais Aoumadegbe ne veut pas. Et c'est ainsi que Aoumadegbe et Maga ont signé un fonds, le Front d'action démocratique, pour réduire Apiti en minorité, ce qui a obligé Apiti, je crois qu'en 21 mai 1959, à démissionner. Et c'est Maga qui prend sa place. Et qui proclame. Pour pouvoir aller pour l'indépendance. Très bien, voilà. Quand est-ce que la réforme du système partisan a véritablement commencé? Quand nous prenons notre vie politique, 60 ans après, avant de vous retrouver, maître Constant Agbedenuku. Bon, il faut bien dire que la vraie réforme a commencé avec le président Talon. Hein, jusque-là, même avec le renouveau démocratique, d'ailleurs, parce que nous avons été opprimés, oppressés, et que la liberté elle-même n'existait pas sous le PRPB, au sortir de la conférence nationale, on a compris. C'est le multipartisme intégral. On voulait laisser les gens s'exprimer, avoir droit de citer, se rassembler. Parce que nous avons été oppressés, c'est le seul parti qui vivait et qui parlait en notre nom, c'était le PRPB. Les gens ne voulaient plus. Le PRPB a été honni, a été vomi à la conférence nationale. Donc, comme les gens ont dit, multipartisme intégral, chacun voulait créer son parti. En fait, ce sont, comme l'a dit le président Aoumadegbe, c'était des clubs électoraux. Il n'y a pas de base réelle politique. C'est pas région.
Et avec le président Talon a compris cela. Et nous sommes d'ici, un peu comme la presse écrite, où il y a 100 journaux, c'est pas possible, ça ne peut pas vivre. Donc, malheureusement pour nous, que les deux partis d'obédience, je dirais Talon, c'est les deux qui sont allés aux élections législatives. Hein? Je crois qu'avec le temps, les autres partis qui devraient y aller, qui sont positionnés et qu'on n'a pas pu, doivent revoir leur mode de fonctionnement pour que nous ayons de vrais partis. Aujourd'hui, il est clair que l'UIP, Union progressiste, et le BR, le Bloc républicain, sont de vrais partis politiques. Ils sont représentés dans toutes les régions, dans toutes les communes du Bénin. Je crois que les autres partis doivent suivre ça. Et ce qui me plaît à travers le régime du président Talon, nous ne le disons pas assez, c'est que notre pays était habitué à ce que j'appellerais à volo. C'est-à-dire que chacun peut se lever, faire ce qu'il veut. C'est le président Talon, par rapport déjà au régime du gouvernement militaire révolutionnaire, qui a instauré l'autorité de l'État. Ça peut paraître banal, mais c'est très important. Imaginez-vous un peu ces syndicalistes qui faisaient ce qu'ils veulent, il y a les grèves perlées, on ne pouvait pas négocier avec eux. Non, c'était un peu... La grève, c'est quand même un outil de liberté. Je suis d'accord qu'on fasse la grève, mais il faut aussi centrer la grève. Pas la grève pour la grève. Aujourd'hui, moi je vous assure, mes parents, mes cousins, mes oncles, ceux qui travaillent encore, on a le sentiment que si vous êtes en retard, c'est pas bon pour vous. Tout le monde s'empresse pour s'occuper de son travail. L'administration fonctionne. Je vous assure, ça ne fonctionnait pas comme ça. Pas du tout. On pouvait trouver des alibis pour ne pas aller au service. Le détournement des fonds publics. Vous savez, il faut bien gérer le peu que nous avons. Aujourd'hui, avec ce régime, on le sent. Très bien, on y reviendra. On va parler de la réforme du système partisan comme un constat à Bédine. Est-ce que vous avez la même appréhension que, véritablement, c'est avec l'actuel gouvernement que nous avons connu la réforme, ou du moins, par le passé, il y avait... C'est-à-dire, avant de répondre à vos préoccupations, il faudrait que nous ayons la suite dans les idées. Ce qui nous manque souvent. Ce qui préoccupe aujourd'hui le Béninois, pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'était passé hier? Et c'est fort de ça que j'ai divisé 60 ans en quatre périodes. Pourquoi le PRPB est allé à la pensée unique, au parti unique? C'est parce qu'ils ont constaté que les partis qu'on avait eus, le comportement des gens de 1960 à 1972 posait problème. Absolument. Tout à fait. Mais là où ils ont péché, il fallait un multipartisme qui devrait défendre les intérêts fondamentaux de l'État béninois. Vous ne pouvez pas, seul, en tant que parti, faire. Il faut toujours prévoir l'alternance, prévoir la démocratie, prévoir d'autres sons de cloche. S'ils avaient d'autres sons de cloche, et non le parti unique, peut-être que ça allait marcher. La deuxième chose, il fallait, pour que ça marche, les moyens financiers. Tout à l'heure, quand j'entendais M. Agbidinuku parler de la période du régime de 1991 à 1996, c'est parce que ce régime a bénéficié de ce qu'on appelle la prime à la démocratie. Tout à fait. Ce qu'on avait refusé au régime totalitaire. Oui. Et quand on parle de croissance, c'est parce qu'à un moment donné, il y a certains critères qui permettent la croissance. Les constructions, les ceci, tout ce qui pouvait permettre les réformes. Oui. Et quelles réformes prévues par ceux qui étaient nos voisins, qui ne nous appréciaient pas, les institutions internationales, mais qui sont arrivés en force à un moment donné. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le PRPB a échoué parce qu'il n'y avait pas eu cette démocratie qui devrait permettre un bon fonctionnement des actions. Quand on est arrivé au renouveau démocratique, vous avez constaté, on a lâché le multipartisme. Et tout le monde pouvait créer son parti. Dans votre maison, vous pouvez créer votre parti. Mais en créant les partis, ce n'était pas dans l'intérêt de l'État. Ce n'était pas dans l'intérêt du développement. C'était pour soi, pour monnayer. Vous pouvez être un vendeur de véhicules, vous pouvez être n'importe qui. Du moment où vous avez les moyens financiers pour créer un parti, vous le créez pour
marchander. Mais la politique, c'est d'abord les intérêts, c'est d'abord Attention, les opportunités. le premier intérêt en politique, c'est l'État. C'est l'État. C'est pas soi-même. Pas du tout. Si vous prenez, comme les gens le disent toujours, c'est les intérêts, il faut situer les intérêts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je vous ai dit, celui qui a bien lu, celui qui a bien compris, c'est le président Patrice Talon. Il a regardé ce qui s'est passé de 1960 à 1972, de 72 à 91, de 91 à 2016. Il a retiré, il a observé, il a analysé et il s'est dit, on maintiendra toujours le multipartisme. On l'a maintenu puisque c'est dans la Constitution. Ouais. On ne l'a pas changé. Mais il serait bon, comme il a été question, que tout parti soit représenté sur toute l'étendue du territoire. Que ce ne soit pas des gens qui font de la figuration, comme lorsque vous créez une société à responsabilité limitée. On dit, il faut 2 ou 3 personnes. C'était hier. Vous créez, vous mettez n'importe qui, votre boy, votre chauffeur dedans pour faire combler les normes. Or, il a compris l'enjeu. Et c'est fort de ça que j'ai dit, de 2016 à ce jour, il y a le Bénin qui est en construction, sur tous les plans, au niveau des réformes, les grandes réformes. Vous l'avez cité tout à l'heure lorsque vous avez parlé des réformes sur le plan social. Observez ce qui se passe aujourd'hui, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la fonction publique. On y reviendra. Donc, le multipartisme, pour dire quoi, il existe, mais nous arrivons aujourd'hui à des grands ensembles, dans l'intérêt encore du pays, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Quand vous prenez l'UP, quand vous prenez le Bloc républicain, quand vous prenez Fascori pour un Bénin émergent, pour ne citer que ceux-là, ils sont composés de qui? Des représentants effectifs de tous les Béninois des 77 communes. Vous imaginez ce que ça veut dire? Moi, je suis à Porte-Novo, mon frère, il est à Karimama. Nous sommes dans le même parti, alors qu'hier, c'était du régionalisme, des partis régionalistes. C'était des partis de régions, de communes. Aujourd'hui, je m'asseye à la même table que le ministre d'État Biotiane. Nous discutons. Je m'asseye à la même table que mes frères qui sont dans le mono, dans mes frères qui sont dans les... On a la même pensée, on discute. C'est pour la première fois que cela se passe de manière effective. Et il faut remercier qui dans ce cas? Le régime actuel. Très bien. Professeur Léon Bani Biobigou, la réforme du système partisan 60 ans après, est-ce que vous faites la même lecture? Vous notez des avancées? Lorsque j'observe 60 ans après par rapport à ce que je connais un peu, jusqu'on en arrive à la conférence nationale. Déjà, même à la sortie de la conférence nationale, j'ai mené un débat avec Maître Doussou-Robert. J'ai dit à la conférence nationale, par rapport à tout ce que notre pays a connu, des crises et tout ça, on a frôlé des catastrophes et tout. Il dit, il y a un élément sur lequel on n'a pas suffisamment mis l'accent à la conférence nationale. Cette affaire de multipartisme intégral, tout vent et tout ça. Et c'était pas une bonne option? Non, je viens. En 2018, novembre 2018, nous étions à 265 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Moi, je fais des analyses sur la base des faits pratiques. Et quand je fais le point pour les différentes élections, que ce soit législatives, les élections communales et tout, sur les 260 et quelques là, c'est à peine une vingtaine qui se représentent, enfin, avec encore des alliances et tout ça là, exactement. Vous comprenez. Et avec ce type de multipartisme, qu'est-ce que, personnellement, j'ai dit dans mes analyses, lorsque quelqu'un commet un forfait, on ne cherche pas à voir l'acte commis, on ramène ça immédiatement en politique. Alors du coup, ça amène, comment on appelle notre société, dans une situation peu confortable. De suspicion et tout ça. Et c'est sur cette base, on dit, ben, la réforme du système partisan en tant qu'idée, j'ai dit, moi je l'ai souvent dit, j'ai dit la réforme du système partisan, j'y adhère. Mais il faut faire beaucoup attention. Je dis bien, il faut faire beaucoup attention. Parce qu'au Bénin, là, j'ai l'habitude de le dire aussi, c'est un vaste champ du haricot. Hein. Oui, on ne se cache pas dans un champ du haricot. Vous comprenez? Tout est ouvert quand même. Tout est ouvert quand même, vous comprenez?
Et c'est sur base, je dis, pourquoi, dans notre analyse, pourquoi la net ainsi? Parce que les partis se créent sans idéologie, sans programme, sans une vision. Et c'est ce qui nous a amené à nous plier sur les personnes, sur les groupes ethniques, et ainsi de suite. Et vous voyez, jusque-là encore, dans la réforme du système partisan, on n'avait pas de problème de texte. Hein. C'est parce qu'on n'avait pas appliqué les textes. Si on avait appliqué, j'ai dit, la charte des partis politiques, tel que ça a été dit, on n'en serait pas à ça. Talon ne parlait même pas de la réforme du système partisan, parce que les textes qui existaient. Talon n'a jamais parlé du système de la réforme. C'était fait avant lui. C'est pour ça que j'ai dit, c'est dans cet esprit-là que la charte des partis politiques, quand vous lisez bien là, mais ça n'a jamais été appliqué parce qu'il y a des conditionnalités. Si vous ne participez pas et vous avez ceci, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être pas réellement le problème des textes, c'est le problème du manque d'application, de la rigueur dans l'application des textes. 1, 2. L'élément essentiel pour moi, par rapport aux partis politiques, nous avons un rêve commun. Fraternité, justice, travail. Les différents programmes, les différents programmes qu'on conçoit pour la gestion de ce pays-là, nous amènent à opérationnaliser ce rêve commun-là. Et vous verrez que ce sont les hommes politiques eux-mêmes. Je dis les hommes politiques eux-mêmes, devant leurs électeurs, ils disent, bon, haut et fort, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais on veut choisir son contraire. Donc, du point de vue psychologique, vous voyez, c'est extrêmement dangereux, c'est pernicieux. Alors du coup, ne soyons pas surpris que les populations nous servent le mensonge, puisque nous leur disons de ne pas nous croire. Donc, c'est ainsi que, dès qu'on dit qu'un tel un homme politique, au lieu de voir à travers lui un éducateur, un formateur, pour mieux faire, on voit un menteur. Donc, ça veut dire qu'on fait la politique dans le sens vicieux, au lieu que ça soit dans le sens vertueux. C'est à ce moment-là qu'un système partisan, quelle que soit la réforme, si on ne fait pas l'effort de faire la politique dans le sens vertueux, et que chaque fois c'est le sens vicieux, on dit l'intérêt de qui? Si c'est l'intérêt individuel, alors là, ne parlez pas du pays, ne parlez pas de la nation. C'est en cela que, quand j'ai encore relu notre charte de parti politique, là où on parlait donc de l'idéologie, c'est-à-dire facultative, ça veut dire encore on a raté quelque chose du point de vue de la conception. Et donc pour vous, l'idéologie est capitale? C'est capital, c'est une vision. Mais écoute, la langue, votre langue, c'est vous qui l'avez choisie. Votre région, c'est vous qui avez choisi de naître là. Ça, c'est une fait des faits naturels. On n'a pas besoin d'instrumentaliser, et ainsi de suite. Tout le monde a une langue. Et personne ne l'a choisi. Tout le monde a une région. Et personne ne l'a choisi. Et personne n'a créé sa région. Il s'agit de faire quoi? De trouver un système pour permettre justement à ce peuple-là, dans leurs différences, que ce soit des différences complémentaires qui constituent la richesse nationale. Et c'est sur cette base, justement, que quand vous parlez de vision, si c'est une vision, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre région, si vous partagez cette vision-là, la manière dont on veut gérer le pays, alors c'est vous qui constituez un parti politique. Très bien. Constant Agbetinoukou, le professeur parlait d'idéologie. Avec la réforme du système partisan depuis quelques années, on a quand même constaté que certains partis politiques s'exclament ou proclament telle ou autre idéologie. Le Bloc républicain, par exemple, le libéralisme, je crois. C'est bien cela. C'est bien cela. Non, tous les partis ont une idéologie. Tous les partis Est-ce que justement, tous les partis, dans l'opérationnalisation, il y a vraiment un pas étroit? Le problème qu'il y a, c'est que si vous proclamez une idéologie, c'est en étant au pouvoir qu'on peut sentir si vous l'exprimez dans les faits. C'est déjà bon que chaque parti ait une idéologie, parce que les partis politiques aspirent à l'exercice du pouvoir. Il se fait que celui que nous avons au pouvoir aujourd'hui, le président Talon, c'est un peu de tout ça. Hein? Quand on revoit les réformes sociales, quand on voit le respect de l'autorité, les infrastructures que nous mettons en place, l'exécution du programme d'action du gouvernement, le président Talon se retrouve dans toutes ces idéologies-là. C'est clair. Et ce qui est important, nous sommes en expérimentation.
Hein, c'est maintenant que la vraie réforme du système partisan a démarré. Il faut l'expérimenter. On ne peut pas tout de suite dire c'est parfait, c'est bien, il n'y a plus de problème. Non, c'est pas possible. Ça ne fait même pas encore une année. Ce qui veut dire que quand nous aurons les éléments, les ténors de ces partis politiques au pouvoir, on verra bien s'ils respectent l'idéologie qui fonde leur espoir. On ne peut pas maintenant déjà dire que bon, c'est bien, c'est déjà satisfaisant. Non, c'est en cheminant, en regardant les problèmes que nous avons, comment nous pouvons trouver des solutions, que nous apprécierons après si cette idéologie est bonne pour nous, oui ou non. Parce que n'oublions pas, nous sommes en Afrique et nous sommes dans un pays pauvre. La priorité, ce n'est pas nécessairement l'idéologie. C'est comment faire pour satisfaire nos besoins. C'est comment faire pour que, comme l'a dit le bâtonnier, l'éducation. Beaucoup de pays dans le monde, quand moi je fais un peu le diagnostic, les pays qui sont le plus développés, c'est en se basant surtout sur l'éducation. Vous prenez le cas de l'Allemagne, du Japon, même tout récemment de la Chine qui devient la deuxième puissance économique du monde. Ils ont mis l'accent énormément sur la formation, sur l'éducation. Et il paraît que l'empereur japonais a dit à des ambassadeurs africains qui sont allés le voir, si vos pays peuvent consacrer le maximum de ressources à l'éducation, vous serez comme le Japon. Ça veut dire que le président Talon a bien compris. L'effort qui est en train d'être fait, que moi je note, par rapport à la formation professionnelle ou dans les champs scientifiques, par rapport au budget qui est consacré. Parce qu'il se fait, il paraît que c'est le budget d'éducation qui est le plus élevé. Il faut continuer. Il ne faut pas qu'on dise, nous en avons déjà tout fait. La politique, la réforme du système partisan doit aller avec les autres secteurs. Absolument. Nous ne voulons pas seulement des partis politiques pour continuer à souffrir. Nous voulons qu'on résolve nos problèmes, qu'on y tienne. Et que nous puissions avoir, je dirais, un esprit ouvert pour comprendre ce que nous avons à faire. Très bien. Maître Jacques Mégan, comme les disciples de Jean-Baptiste demandaient à Jésus, si on devrait attendre un autre Messie, devrait-on attendre une autre réforme du système partisan? Je vais vous dire, et c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, cette réforme a déjà fait ses preuves? Mais bien entendu, par deux fois. Nous avions eu les élections de 2019, du 28 avril 2019. Nous avions eu législatives. Nous avions eu les élections du 17 mai 2020 en ce qui concerne les élections communales et municipales. Mais ça a légitimé cette réforme. Ça l'a légitimé. C'est ce qu'il faudrait que les compatriotes comprennent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Hier encore, ceux qui refusaient, qui résistaient de se conformer. Hier encore, nous avions entendu qu'il y a eu la création d'un parti politique. Ça veut dire qu'ils ont compris l'intérêt, l'enjeu. Ce ne sont pas des réformes qui sont réalisées, qui sont faites pour quelqu'un, mais c'est pour la nation. Hier encore, ceux qui résistaient, quand vous prenez Restaurer l'espoir, qui refusaient, qui ne concevaient pas, qui ne voulaient pas en entendre parler, il vous souviendra que le président Patrice Talon, le 25 février 2019, demandait à certains, mais allez-y, à un congrès extraordinaire pour vous mettre, pour vous conformer. Ce qui veut dire quoi? Si nous avions pu obtenir la réalisation de deux élections majeures, prenons même la dernière, en ce qui concerne les élections communales et municipales, n'eût été la pandémie que nous avions eue, on aurait peut-être dépassé le taux que nous avions et nous avons souvent obtenu en ce qui concerne les élections municipales, c'est 56% de participation, de suffrage exprimé. Nous en avions eu 49,14%. Avec d'une part la pandémie, d'autre part ceux qui ont boycotté, mais c'était une victoire, une grande victoire de cette réforme du système partisan, de la réforme du code électoral. C'est ce qu'il faudrait voir. Est-ce que ce que nous attendons aujourd'hui, c'est la troisième échéance, les élections présidentielles, pour confirmer cette victoire de légitimité de cette réforme? Et comme je le disais tout à l'heure, elle a commencé avant l'arrivée du pouvoir actuel, du régime actuel. C'était les députés de la 7e législature qui ont pensé cette réforme, qui ont compris l'intérêt désormais d'aller à des partis effectifs et réalistes.
des partis qui défendent les intérêts des Béninois et des Béninoises. Donc c'est ce que je voudrais que les Béninois comprennent. Quand on parle de réforme, on ne fait pas des réformes pour soi. Et donc, en un mot, on ne devrait plus attendre une autre réforme, parce que c'est Non, ma c'est question. que votre question, c'est ce que je viens de vous répondre. Elle est déjà légitime. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est sa confirmation en 2021 à travers les élections présidentielles que nous attendons. Et pourquoi je le dis, vous comprendrez. Puisque dans le code électoral, il est prévu un certain nombre de critères pour être candidat. Il est prévu un certain nombre de critères pour pouvoir obtenir son sésame afin d'être candidat. Or, si nous arrivons encore à le faire, parce qu'aujourd'hui, les gens disent, ils ne sont pas, quand on prend Foscori, Point Bénin et Émergent, on dit, ils ont 7 élus. Alors que nous savons que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut un minimum de 16 élus parrains. Alors, de deux choses l'une. Ou bien, ils obtiennent à travers ceux qui sont ici, ceux qui sont de la majorité, des parrains. Et s'ils l'obtiennent, ça veut dire qu'ils pourraient avoir d'autres candidats de l'opposition, ou même pas de l'opposition, candidats. Et quel est l'intérêt? Ça veut dire que c'est la vitalité de la démocratie. Ça veut dire quoi? C'est l'intérêt supérieur de la démocratie qui est l'intérêt supérieur de la nation, parce que ça permettra et au code électoral et au système partisan le bon fonctionnement. Et puis, n'oubliez pas quelque chose, c'est ce que je voudrais dire. Si nous sommes arrivés à ces réformes, et surtout en ce qui concerne une partie du code et surtout du code électoral, du système partisan et surtout du code électoral, c'est grâce à qui? C'est grâce aux partis politiques à travers le dialogue qui a eu lieu, le dialogue politique du 9 et 10 octobre 2019. Donc il faudrait que nous ayons la suite dans les idées pour savoir où nous allons et pourquoi nous allons à ces endroits. Et c'est là où le rôle que joue cette fois-ci et le président Patrice Talon et les députés de la nation, ils jouent un rôle très important qu'on n'avait pas avant. Professeur Léon Bani Biobigou, est-ce que la réussite d'une réforme du système partisan passe par le consensus de la classe politique autour? Seulement, c'est-à-dire, chaque fois qu'on veut instaurer quelque chose qui ne soit pas basé sur l'écoute et le dialogue est voué à l'échec. C'est clair et c'est net ça. Parce qu'il faut tenir compte des réalités de son pays, du contexte, de la manière dont ça se fait. Et c'est sur cette base-là qu'il faudrait la tête froide, parce que personne ne viendra construire le Bénin à la place des Béninois. C'est sur cette base-là qu'il faudrait s'écouter. Quelle est la logique qu'il y a entre les discours et les actes? Conformité entre les actes et les discours. C'est très très important. Et c'est sur cette base-là, pour tout ce qui concerne l'intérêt de la nation, il faudrait savoir comment associer, je dis bien comment associer les acteurs, l'ensemble de la nation. Vous vous imaginez si en 1990, quelque chose qu'on peut reprocher à cette conférence d'une manière ou d'une autre, si en 1980, tel que le Bénin était, notre pays était, la veille là, s'il n'avait pas eu cette capacité d'écoute, de dialogue, d'humilité, on n'atteindrait pas ces résultats. Donc c'est en cela que, lorsque on voit clairement, on dirait où sont les problèmes, on les identifie clairement, quelles sont les solutions, et prendre les tests en conséquence. Lorsqu'on prend les tests en conséquence, on a parlé d'éducation, on a parlé des lois, on a dit nul n'est censé ignorer les lois. Une fois qu'on a dit nul n'est censé ignorer la loi ou les lois, ça veut dire qu'il faut prendre des dispositions pour que les citoyennes et les citoyens puissent comprendre, connaître les lois qui les dirigent. C'est en cela que d'hier à aujourd'hui, l'une de nos faiblesses se situe à ce niveau-là. Le Bénin n'a pas souffert des textes fondamentalement. Mais le Bénin a souffert de l'insuffisance de l'application des textes. Et de sa vulgarisation. Et de sa vulgarisation. J'ai été député. Et c'est parce qu'il y a ces insuffisances-là que j'avais pris cette initiative que j'ai baptisée le député sur le chemin du village. Si on conçoit... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire après l'hémicycle, dès qu'on a fini là, il faut aller au village.
J'ai 5 éditions avant de quitter les archives. Sont là. Non, c'est pour dire quoi? Et regardez les groupes ethniques que nous avons. Les lois là. Combien de fois ces lois ont été traduites? Comment est-ce qu'on est arrivé à les faire approprier par nos populations? C'est des questions de fond, ça. Maintenant, lorsque quelqu'un sait, et il fait, il faut taper. Mais il ne sait pas. Il a commis des erreurs. Ça devient abus d'autorité. C'est en cela que j'ai dit, d'hier à aujourd'hui, là, nous devons faire des efforts. C'est vraiment nos problèmes. On en a discuté. On échange par rapport à cette question-là. Quand tu sais, et puis commun, là, tu as choisi. Mais quand tu ne sais pas, et non, voilà, entre concevoir bien les choses, dans l'intérêt du pays, il ne faudrait pas, ce que moi j'ai souvent reproché aux autres, il ne faudrait pas que les pays extérieurs là, choisissent ce qui est bon pour nous, sans nous, et venir appuyer sur la base de ce qu'ils ont choisi qui soit bon pour nous. Non, j'ai dit non, il faut nous appuyer sur la base de ce que nous avons décidé qu'il soit bon pour nous. Et surtout quand... Et c'est en cela que je dis, si on sait que c'est bon pour le peuple, il faut associer le peuple, il faut que le peuple sache effectivement, c'est mon problème, ça. Très bien. Le consensus, comment on pourrait clarifier le consensus? Est-ce à dire que tout le monde doit être d'accord autour? C'est quoi le consensus concrètement, Constant? Le consensus, c'est que la majorité y adhère. C'est pas nécessairement que tout le monde. Non. C'est pas l'unanimité. Moi, j'ai toujours dit, quand il y a un pouvoir politique en place, il faut aussi avoir l'opposition. C'est la meilleure. Il faut changer. Nous ne disons pas que tout ce que le gouvernement actuel fait est bon, satisfaisant à 100%. C'est pas possible. Vous n'allez jamais voir nulle part que ce qu'un pouvoir politique est en train de faire est 100% satisfaisant. Nous voulons que ce qu'on fait, nous y adhérons en majorité. Et actuellement, je le sens. Il faut y changer. Comme l'a dit le professeur, nous avons à informer, à sensibiliser, à communiquer sur nos textes, sur ce que nous devons faire en commun pour faire grandir notre pays, pour résoudre les problèmes qui sont importants, qui sont permanents, quotidiens, et dont nous n'avons pas toujours le pouvoir. Non, puisque nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous devons être ouverts sur le monde, par rapport à ce qui évolue ailleurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire mieux pour notre pays? Et sur ce plan, je vous assure, il y a des domaines où ça, c'est prioritaire. Quelqu'un l'a dit, la santé, par exemple, la santé. Vous imaginez que vous pouvez aller avec un malade au CNHU et on vous dit que non, compte tenu de ce que nous avons, nous ne pourrons pas le prendre. Je vous assure, je suis allé avec un neveu. Et on m'a dit, ah non, monsieur Agbenkou, il n'y a pas d'espace, l'urgence est saturée, est-ce que vous ne pouvez pas aller ailleurs? Je lui ai dit, mais mon Dieu, c'est d'abord le CNHU, l'hôpital de référence où je crois qu'on peut s'occuper de mon neveu. Il dit, oui, mais nous ne pouvons rien. C'est saturé, je suis trop pris, c'est l'urgence, je n'ai pas les moyens pour recevoir votre neveu. Et je suis obligé d'aller ailleurs. J'avais regret. Donc c'est quoi? Malgré tout ce que le pouvoir politique fait, l'État fait, il y a encore beaucoup d'insuffisance dans certains de nos centres sanitaires. Mais avant, bon, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, les grands enjeux, après 60 ans d'indépendance, les grands enjeux surtout, dans le domaine politique, puisque c'est ça qui régit un peu et tout. Quels sont les grands enjeux? Les grands enjeux, l'unité nationale. Il faut qu'on commence par s'entendre sur l'essentiel. Que la majorité s'entende sur l'essentiel. Et quand nous décidons de faire quelque chose, que nous le fassions. Comme l'a dit le professeur, c'est vrai que si vous ne connaissez pas les thèses, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs. Et on va vous sanctionner, c'est possible. Parce que, comme il a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais il faut que l'État fasse l'effort de faire connaître ces lois-là. Donc, c'est notre responsabilité. Là, je dis, les journalistes ont un rôle aussi important. Il ne faut pas seulement s'attaquer à la politique. Non, il faut défendre les populations par rapport à ce qu'elles doivent faire. Donc, il y a ça. Il y a aussi la responsabilité. Il faut que l'État soit un État fort. Ça, je vous l'assure. Vous savez, dans notre pays, nous aimons trop le laisser aller. Nous aimons, c'est un parent qui est là-bas, je peux faire ce que je veux, je ne suis pas sanctionné, l'amitié, la fraternité, non. Tout cela a un sens. Il faut qu'on respecte les lois. C'est vrai qu'il y a insuffisance pour que nous les connaissions, mais il faut faire un effort pour que nous les connaissions. Et que nous fassions aussi l'effort de nous écouter. Non,
Si c'est un opposant, laissez-le. Il n'a qu'à développer ses idées. Là, une majorité s'entendra pour lui dire non, ce que tu dis là, on ne peut pas le faire. Mais ne refusez pas de défendre ses idées, c'est sa vision. Et de plus en plus, c'est cela au Bénin. Vous n'êtes pas obligé de suivre la voie de l'autre. Vous donnez vos opinions, mais il y a des choses communes à nous. L'unité nationale, l'entente cordiale, l'écoute nationale, la capacité de développer notre pays. Il faut que chacun se dise, il est temps que ce pays se développe. Et que si quelqu'un fait bien, il faut l'applaudir et le soutenir. Très bien. Les grands enjeux après 60 ans d'indépendance. Vous savez, vous avez parlé avant de réagir, de répondre par rapport à cette préoccupation du consensus. Nous l'avions démontré, ce consensus, à partir du dialogue politique que nous avions connu les 10 et 11 octobre dernier, et de 2019. Ça a conduit à quoi? Les grandes décisions qui ont été retenues de manière consensuelle. Il y avait des partis de l'opposition, il y avait des partis de la mouvance, mais ils se sont entendus sur des points précis, portés à la connaissance des députés, qui ont permis la révision de la Constitution avec ce que nous avions eu aujourd'hui. C'est ça le dialogue, c'est ça le consensus. Il faut impérativement, et quelles que soient les circonstances, prôner le dialogue. Mais quand vous parlez des enjeux, quel est le premier enjeu? C'est le développement du pays. C'est le premier. C'est le développement du pays. Nous avions connu beaucoup de retard. De 1960 à 2016, vous imaginez le temps que nous avions perdu pour des raisons, des futilités, des problèmes de personnes, des problèmes de régionalisme. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'unité. Parce que vous ne pouvez pas faire le développement sans la paix. Vous ne pouvez pas faire le développement sans l'unité. Vous ne pouvez pas faire le développement sans la rigueur. Vous ne pouvez pas faire le développement sans la planification. Non, vous ne pouvez pas. Tout ce programme... En fait, vous haussez le ton là parce que pour vous, c'est important. C'est pas seulement important, c'est ce qui se passe aujourd'hui devant nous. Et qui doit continuer. Et c'est fort de ça que nous disons, il faut que ça perdure. Parce que tout est planifié jusqu'en 2026. C'est pour la première fois. On sait ce qui va se passer en 2023. On sait ce qui va se passer en 2026. C'est pour la première fois qu'on assiste à ce qu'on appelle la planification. On n'a jamais vu ça. On sait déjà qu'en 2021, il se passera ceci. Les textes l'ont prévu. C'est dans la Constitution. On sait ce qui se passera en 2023. Ils ne vont pas faire le temps qu'ils faisaient avant, les députés. Pourquoi? Parce que nous avons, pour 2026, des élections générales. Très bien. Or, donc c'est fort de ça que nous disons, si vous ne planifiez pas, si vous devez, vous irez dans un désordre. Très bien. Et avec ce que ça comporte comme échec. Très bien. Professeur Lombani Bigou, les grands enjeux. Les grands enjeux, parmi je vais ajouter ceci. L'éducation. Notre système éducatif. Dès qu'on parle de développement et tout ça là, la base de tout ça là, c'est au niveau de l'éducation. L'éducation. Notre type d'éducation. Pendant longtemps, l'éducation extravertie. Ça fait que, en réalité, quand on prend notre continent, sur le plan des ressources, premier rang mondial sur une bonne quinzaine de ressources précieuses, et c'est ce continent-là qui m'en dit. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Comme nous sommes partis de ce continent, le Bénin n'est pas mal loti par rapport à ce qu'il nous faut pour nous développer. Mais le regard que nous portons les uns sur les autres, ça constitue d'abord notre faiblesse. Donc d'où la question de l'unité nationale, de la paix. Il ne faudrait pas qu'il y en a qui soient plus intelligents. Non. La paix. Et pour qu'il y ait la paix, l'écoute, le dialogue. 2. Par rapport au système éducatif, oui, les programmes. Il faut revoir les programmes. Quand on dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. En réalité, si vraiment il n'y a pas de travail au Bénin, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent pour les payer. Et pourquoi on dit qu'il n'y a pas l'argent pour les payer? Parce que c'est la manière dont ils ont été formés. Regardez, chaque année, le nombre de diplômés que nous sortons de façon industrielle. Pour faire quoi? Le grand enjeu est là. Et tant qu'on ne va pas régler pour les générations à venir, là, développement. Et quel type de développement? Est-ce qu'on voit le développement, le modèle universaliste là qu'on nous propose? Non. Quel est notre schéma, notre vision de développement?
Est-ce que c'est lorsque on va s'habiller, on va se comporter comme les Européens et tout, on dira qu'on est développé? Regardez le comportement que nous avons les uns et les autres. Nous, l'éducation qu'on nous amène à aimer, à nous aimer. C'est très important. Merci, chers invités. Avant donc de finir, je vous laisserai quand même le soin de dire votre mot de fin. Constant Agbedinoukou. Je vous remercie pour cette invitation. Notre pays est sur une bonne voie. Tout n'est pas satisfaisant, mais l'effort est en train d'être fait. Je souhaite qu'on poursuive ces efforts-là, que nous nous entendions pour savoir quelles sont toujours nos priorités. Comme l'a dit le doyen, je tiens beaucoup à l'éducation. Notre système, il faut le revoir. Il faut le revoir. Les choses les plus simples, la fois passée, j'ai échangé avec des étudiants qui ne connaissent rien de la conférence nationale. Mais c'est notre histoire. Ils ne savent pas comment notre pays a évolué. C'est notre histoire. Il faut intégrer ça dans le système pour que les gens comprennent comment nous avons pu atteindre cet objectif-là. Hein, ça, c'est important. Et je crois, avec le temps, la paix va s'instaurer davantage. Vous savez, certains croient qu'ils ne sont pas toujours bénins et voient d'un mauvais œil le gouvernement qui est en place. Non, il faut qu'on s'écoute, qu'on s'entende, qu'on parle. C'est ça aussi le développement d'un pays. Très bien. Maître Chakminga. Non, je crois que nous sommes d'avis pour dire aujourd'hui que le Bénin a commencé sa construction effectivement en 2016. Et demain, il sera laissé à nos enfants, à nos petits-enfants, un Bénin en construction, un Bénin qui a réellement commencé sa construction. Quand on parle de l'éducation, il faut toujours suivre ce qui se passe. Le Conseil national de l'éducation est déjà là. Et puis il prend en charge et en compte tout ce que nous disons. Un audit a été fait qui a pris en compte ce qui se passait depuis 1960 à maintenant. C'est là où je parle de planification. On ne navigue pas à vue. Pour la première fois, nous avons un régime, que ce soit sur le plan de l'éducation, tout est pris en compte. Que ce soit au niveau de la santé, tout est pris en compte. Au niveau de l'agriculture, tout est pris en compte. Donc, il y a ce qu'on appelle une vision claire, rigoureuse, des réalisations, des réformes. Et je souhaiterais aujourd'hui, je le regrette, ça je ne vous le cache pas, je savais que on allait fêter dans la joie. Mais la pandémie a bloqué. Malheureusement, que voulez-vous, cela finira par se faire. Professeur Léon Bani. Je voudrais d'abord saluer la mémoire de tous ceux qui ont dirigé ce pays pour qu'on soit là aujourd'hui pour en parler, pour parler de leurs faiblesses et de leurs forces. Saluer leur mémoire. Parce qu'au moins, par rapport au temps dont ils ont disposé, chacun essaie de faire quelque chose, en bien ou en mal. Deuxième chose, un pays ne peut pas se développer si ses dirigeants ignorent son histoire. Son histoire politique. Troisièmement, quel que soit ce que cela a été, il faut être fier de ce que nous sommes. Développer la fierté d'un peuple. Un peuple qui n'est pas fier d'être ce qu'il est, le développement a un vain mot. Il faut assumer. Il faut savoir assumer. C'est pour cela que tout ce qui, à partir pour les 60 ans à venir, là, qui nourrissent l'ambition de diriger ce pays, qui prennent la peine de le connaître du point de vue historique, du point de vue de son histoire politique, pour connaître ce qui a été mal fait, pour être mieux fait. Vous voyez, je finis par ça. Les universitaires, qu'ils fassent leur travail et que les dirigeants puissent écouter les chercheurs, les résultats des recherches, des productions scientifiques, pour pouvoir corriger tout ce que nous avons comme impression du point de vue de l'éducation. L'éducation, regardez, qu'on mette l'accent sur la promotion des langues nationales. Tout c'est dans le Conseil national de l'éducation. Voilà, qu'on mette l'accent là-dessus et qu'on ne dise pas que les langues nationales, c'est comme si des trucs archaïques et tout ça. Non, on ne peut pas se développer. Il ne faut pas aller au développement si les peuples vont rester analphabètes. Très bien. Merci beaucoup, chers invités. Je sais que s'il y avait encore le temps, nous parlerons de beaucoup d'autres choses. Merci pour votre disponibilité. Professeur Léon Bani Biobigou, vous êtes géographe, professeur à l'université, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Constant Agbedinoukou. Merci pour la disponibilité également. Vous êtes
êtes journaliste à la retraite. Vous avez servi à l'ORTB. Merci beaucoup. Maître Jacques Mengan, membre du bureau politique du Parti Bloc Républicain. Merci pour la disponibilité. C'est nous aussi. qui vous On remercions. va se retrouver très incessamment pour d'autres thématiques. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, merci de nous avoir suivis. 60 ans d'indépendance. En tout cas, bonne fête à chacun et à tous.